Jamel Bourras, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aurez l'occasion, dans les minutes qui viennent, d'expliquer ce qu'on veut dire si vous êtes champion du monde de judo. Olympique. Champion olympique de judo, oui. C'est ce Il n'y connaît rien. C'est pas une date, mais... Il confond avec la boxe, alors c'est pas très grave. Bien, et on va voir donc l'histoire que vous allez nous raconter, l'histoire qui vous est arrivée. Francis Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Miller. Alors comment? Attendez, au témoin d'un doute, c'est le Gérard Miller de France Inter? C'est le Gérard Miller qui est tous les jours écouté par 2 250 000 personnes dans tous les sens, oui, et qui est... Mais il n'est pas victime des médias, lui? Il n'est pas victime des médias, mais il a un avis sur les médias. Ah, il a un avis sur tout, Gérard Miller. Bon. Ouais, je vous écoute tous les jours. Mes parents vous trouvent méchant, j'espère que vous n'allez pas être méchant. Non. Bon, d'accord. Alors, on va commencer avec vous, Francis Lalanne. D'abord, votre actualité. Moi, je ne suis pas une victime des médias. Hein. Donc vous n'êtes pas une victime des médias, vous avez quand même... Je ne suis pas là pour... ça, je suis là pour parler de la sortie de mon livre et de mon spectacle au Bataclan. Mais on va en parler. On commence le 12 février. On va commencer par en parler. Donc, je tiens à dire que en ce qui me concerne, je n'ai à accuser ni personne d'aucun crime me concernant, puisque pour moi, le monde médiatique est un monde qui s'exprime et on connaît son langage, et qu'à partir du moment où on connaît son langage, on l'accepte, ou alors on ne fait pas ce métier. Vous l'avez plutôt refusé, parce que vous avez moi, quand même... Moi, clairement, oui. J'ai dû faire... on peut dire quand même que vous êtes quelqu'un qui a toujours eu maille à partir avec... vous avez quand même boxé pas mal, c'est pas le judo, c'est la boxe. Vous avez boxé quand même pas mal de photographes, pas mal de journalistes, vous avez toujours été un peu rebelle par rapport au système médiatique, et ils vous l'ont fait payer, d'ailleurs. Personne ne m'a rien fait payer, et je n'ai boxé personne, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, mais... Alors, donc, tous les articles qui sont dans vos dossiers de presse et qui concernent les bagarres que vous avez eues avec des reporters, avec des journalistes, ça c'est faux. Écoutez, la façon dont l'histoire est racontée est bien entendu fausse. Ah, vous venez de raconter la vraie alors? Je pense pas, non. Moi, je pense que vous avez... Méfiez-vous, parce qu'il n'a peut-être jamais bossé avec personne, mais il peut commencer ce soir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, Jean Cocteau a dit « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Je crois que c'est un petit peu une phrase qu'on pourrait appliquer au monde médiatique. Le monde médiatique n'est plus là pour informer, il est là pour distraire. On le sait. Et hélas, il suit les tendances qu'il pense être celles des autres, celles du spectateur, et qui souvent ne le sont pas d'ailleurs. Et quand on pense que les gens ont besoin de potins, on leur sort du potin. Quand on pense que les gens ont besoin d'émissions culturelles, on leur sort des émissions culturelles. Mais en fait, les gens ont besoin de choses très saines, mais comme ils sont très fatigués quand ils rentrent du travail, ils regardent ce qu'on leur montre à la télé et puis ils prennent ce qu'il y a à manger. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça fait 7 ans, par exemple, qu'on ne vous a pas vu. On ne peut pas dire qu'on leur montre souvent Francis Lalanne. Moi, j'ai dû faire à peu près une quinzaine de télévisions en 20 ans. C'est un choix personnel. Et j'ai eu la chance d'arriver dans ce métier à une époque où le monde médiatique n'avait pas autant d'importance. Et les gens sortaient de chez eux, ils allaient à la rencontre des artistes. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer maintenant grâce à l'avènement du rap, de tous les groupes alternatifs qui se produisent dans des lieux non subventionnés. Mais vous avez décidé d'être marginal en quelque sorte parce que ça se passait mal marginal par rapport à quoi et par rapport à qui? Par rapport aux médias, parce que vous avez été... Moi, on s'est rencontrés il y a 15 ans, dans une émission sur TF1 qui s'appelait Scoop à la Une, je m'en souviens très bien. Vous m'avez dit cette phrase géniale, vous m'avez dit quand vous étiez sur scène et que ça se passait très très bien, vous jouissiez dans votre slip. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il m'était arrivé de ressentir un plaisir extrême. Ah bon, on regardera la bande. Parce que, vous aussi d'ailleurs Thierry, si vous pouviez arrêter maintenant. C'est parce que vous êtes à côté de moi, Laurent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est connus... En 15 ans, vous n'avez retenu que ça de Francis Lalanne? Non, j'ai pas retenu que ça. Ça dénote un certain état d'esprit. Vous en conviendrez, conviendrez, que ça, mais on est là. Moi, je vous vois. Merci de revenir aujourd'hui. Non, mais il est déjà revenu une fois dans Double Jeu. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez été mis à l'écart par les gens des médias. Par personne. Ah bon. Alors, parlons de vos spectacles. Vous faites une comédie musicale avec Herbert Pagani au Bataclan qui s'appelle Mégalopolis. Parlons-en, c'est quoi? Eh bien, puisque je suis venu pour ça, je vais donc en parler, cher Thierry. Il s'agit donc d'un spectacle, d'une comédie musicale. Dans ma très jeune carrière, puisqu'elle n'a que 20 ans, je n'avais encore jamais participé à une comédie musicale.
Et elle a été mise en scène et adaptée de l'œuvre d'Herbert Pagani par un jeune metteur en scène qui s'appelle Bernard Bitan, dont j'avais vu un spectacle il y a quelques années qui m'avait bouleversé, qui s'appelait Le sel et le miel. Et donc il a adapté l'œuvre de Pagani, il a trouvé dans les chansons de Pagani des personnages, ce qui est extraordinaire. Ça raconte quoi alors, Mégalopolis? Ça raconte une histoire très contemporaine et qui va vous plaire, je pense, Thierry. Ouais. Vous qui êtes un publiciste, c'est-à-dire un polémiste et non pas quelqu'un qui fait de la publicité, ça raconte l'histoire d'un monde consensuel, qui s'enferre dans le marasme de la pensée unique. C'est-à-dire, vous savez, on n'est plus dans un monde totalitaire aujourd'hui où le pouvoir s'exerce par la violence armée. On est dans un monde subliminal où la violence s'exerce par une dialectique très simple, qui est celle de l'alternance de la caresse avec une manipulation médiatique qui tend à culpabiliser celui qui ne pense pas la même chose que la majorité. Bah écoutez, vous ne venez pas souvent à la télé, mais quand vous venez... Voilà, mais après ce sera fini. Donc. Ouais, non, mais c'est très bien. Le seul mot que je veux dire, si vous le permettez, cher Mais je Thierry, vous en prie. c'est que l'expression de cette vie intime, c'est-à-dire de la relation amoureuse qu'ils pratiquent entre eux, ou de la relation d'amitié qu'ils pratiquent entre eux, eh bien, c'est présenté comme étant finalement aujourd'hui la réponse au pouvoir vertical. Je crois que plus on vit l'intime, plus on vit l'amitié, plus on vit l'amour personnel, et plus on est rebelle. Voilà ce que raconte cette histoire. Très bien. Gérard Miller, ça vous branche d'aller voir cette pièce? Si je réponds non, je me fais un ennemi. Si je réponds oui... Non, vous pouvez dire non. Non, je trouve que vous l'avez bien présenté. Oui. Je vous en remercie. Ouais, non, Vous c'est vrai. l'avez bien présenté. Ouais. De toute façon, on a le droit de ne pas adhérer. Moi, je suis tellement pour la liberté d'expression que je suis même pour le droit à l'injure, vous voyez. Ouais. Je préfère qu'un journaliste dise 15 mensonges et qu'il n'omette pas de dire une vérité. Mais alors, est-ce que moi je peux poser une question? Ça, enfin, je ne veux pas justifier ce que je vais dire maintenant, parce que je connais bien Lalanne d'abord, parce que j'étais ado et j'allais le voir quand il chantait sous les chapiteaux à l'époque. Et puis il était très bon comédien aussi dans l'affrontement avec Il a beaucoup Jean-Pierre. joué avec Jean-Pierre, oui. Mais bon, évidemment, il a des défauts, on les connaît, les défauts de Lalanne. Il s'emporte facilement, il est un peu... Parfois, je garde mon calme, vous avez pu remarquer. Oui, on a vu. C'est cool, là. Mais avouez que c'est vrai, je vous connais bien, vous vous emportez un peu facilement. Et est-ce que c'est pas un peu de la provoque quand même d'appeler ça mégalopolis, mégalo avec Lalanne? Mais écoutez, moi j'ai déjà écrit tous les articles mégalo, Francis, machin. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui ai écrit le titre. Et mégalopolis, on va faire un peu d'étymologie, un peu de grec. Polis, c'est la ville. Mégalo, vous connaissez, vous savez La ce que grande ça veut ville. dire. C'est un hasard. Donc, Ça, on sait c'est bien. un hasard. Bon, et de toute façon, le regard des autres n'engage qu'eux-mêmes. Hein, et le regard des autres, moi, ne me Alors, regarde pas. Mais vous savez que vous allez au-devant des critiques avec ce titre-là. Il et est Lalanne. habitué. Non, mais écoutez, quand on fait ce métier, on va au-devant des critiques, mais on va au-devant de joies qui sont bien plus immenses que les petits déplaisirs que peuvent nous causer la presse. Avancer juste un point, si je peux me permettre. Comme j'ai passé souvent à côté du théâtre où Francis Lalanne jouait l'affrontement. C'est quelqu'un qui va au devant. Et je trouve que c'est important, c'est quelqu'un qui écoute et c'est quelqu'un qui... Alors je sais pas comment... La pièce s'appelait L'affrontement, moi je l'ai jamais vu affronter Et commencez pas à le personne. flatter parce qu'on Non, vous non, mais- connaît, Berne. Commencez pas, c'est pas un prince, c'est pas Franchement, un il y a roi. un sujet, un verbe, un compliment. C'est joli. Ah, il se connaît bien. Alors ce livre s'appelle Éliade ou Idéal, épigramme amoureuse, et vous dites qu'il faut lire une page juste avant de faire l'amour à chaque fois. Oui. Enfin, je regarde le nombre de pages pour savoir combien de jours ça va durer. Il y a 100 poèmes. Non, mais c'est un conseil. Moi, je pense que l'amour charnel, a aussi besoin de mots. Et je pense que les poètes, c'est leur rôle de donner des mots au plaisir. Est-ce qu'on peut les dire aussi pendant? Alors, Ça dépend bien avec sûr, qui on est. Bien sûr, bien sûr. Bon. Et puis, depuis 7 ans, vous étiez où? Bien, j'ai fait bien des choses. Mon interruption de l'activité de chanteur est due avant tout au fait que j'ai eu un procès avec une maison de disques, donc qui m'a interdit pendant des années, puisqu'il a duré 5 ans exactement, il m'a interdit d'enregistrer. Et donc c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Donc j'ai développé autre chose, j'ai développé la littérature, j'ai publié des livres de poèmes, j'en ai édité d'autres. J'ai développé l'art dramatique puisque j'ai joué pendant 3 ans avec Jean-Pierre, 2 saisons à Paris, puis une tournée en province. Et puis j'ai gagné mon procès
Et donc maintenant, ça me permet de pouvoir prétendre à enregistrer un nouvel album, ce que je suis en train de faire en français pour moi, en espagnol aussi pour une tournée que je vais faire en Amérique du Sud. Et j'enregistre également l'album du spectacle Mégalopolis, qui sortira. Ça fait 3 albums, donc je rattrape. Pour vous, puis vous êtes occupé des petites figurines aussi. Alors j'ai également, pendant cette période, relancé une entreprise dans le Périgord, une région que vous devez connaître. Que Christine Devier connaît bien. Qui est l'entreprise... Vous faites des petits Roland Dumas? Pas encore. Et ils n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds, mais ça viendra. Mais ce que je veux dire, c'est que non, j'ai beaucoup de respect pour Roland Dumas, je voulais le dire. Voilà. Et simplement, non, c'est une entreprise qui... C'est votre côté asocial, ça. Pardon? C'est-à-dire que quand Roland Dumas... Il a touché de chez Elf, c'est Non, c'est pas ça, mais Christine. Non, mais attendez. Quand Roland Dumas dit le président de la République peut plus être attaqué, et vraiment, Chirac peut pas être embêté sur les HLM de Paris, et quand Roland Dumas, pour pas être emmerdé sur Elf, il donne à Chirac la possibilité de pas être attaqué sur la mairie de Paris, les HLM de Paris, vous allez pas me dire qu'enfin, franchement, c'est... Vous trouvez ça bien, un type comme vous, un type honnête comme vous? Puis-je vous répondre? Répondez-moi, parce que je serais curieux de connaître votre réponse là-dessus. Très simple. Parce que moi, j'ai vu le dessin du Monde où ils se serrent la main, Chirac et Dumas, en se disant merci. Écoutez, et je trouve que c'est la plus belle une du monde que j'ai vue depuis longtemps. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais été en accord avec les thèses du gouvernement que défendait Roland Dumas. Je les ai combattues. J'ai payé le prix pour ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'on peut combattre quelqu'un, en tout cas combattre les idées de quelqu'un et le respecter. Bon, voilà. Gérard Millard, vous avez quelque chose à dire par rapport au témoignage de Francis Lalanne? Oui, je trouve qu'il est rare d'entendre quelqu'un dire publiquement qu'il a de la sympathie pour Roland Dumas. Moi, j'en ai aussi beaucoup. Je suis cependant d'accord avec vous sur le Conseil constitutionnel parce que je trouve que ça pose vraiment un problème de soupçonner à ce point les décisions de ce Conseil constitutionnel. Mais juste sur la question Roland Dumas, c'est formidable quand même dans un pays comme le nôtre à quel point à un moment donné, on a le sentiment qu'on ne peut plus dire du bien de quelqu'un sans immédiatement être soupçonné du pire. Oui. Et je suis absolument pour que cette enquête aille jusqu'au bout. Oui. Et d'un autre côté, c'est vrai que je trouve formidable qu'on puisse dire qu'on a de la sympathie pour Roland Dumas parce que je trouve que c'est un type formidable. S'il a fait des choses que la loi réprouve, eh bien qu'il soit puni. Mais c'est quand même, on voit bien que c'est quelqu'un qui passe quand même pas si souvent que ça dans les médias, Lalanne, parce que dans l'ensemble, la lâcheté, c'est quand même à un moment donné de se dire, oh, de toute façon, je vais pas me compromettre, tout le monde tape sur Roland Dumas, je vais faire pareil. Très bien, c'est vu, c'est dit, merci. Jamel Bourras. Alors vous avez déclaré, l'histoire qui m'est arrivée, c'est le cycliste Jamel Bourras. Le fameux cycliste Jamel Bourras. Vous avez déclaré, c'est une histoire à la Omar Mathieu, ce qui m'est arrivé. Alors racontez-nous brièvement comment vous avez l'histoire, comment vous l'avez vécue, disons. Très bien. Oui, apparemment, vous avez un beau sourire. Bien sûr, heureusement. Ouais. Parce qu'on m'a toujours appris que l'essentiel, c'est de boire, de manger, de respirer. Mais Omar m'a tué parce que j'ai suivi la dernière fois son histoire, quoi. Et c'est vraiment, en plus, quand j'ai expliqué un peu ça, c'est comme si on m'accusait d'un meurtre, disons aujourd'hui, et que je me retrouve en Inde, quoi. Ouais. C'est vraiment... Et c'est ça, le pire, c'est que... C'est d'un côté, heureusement qu'on a les médias, mais à cause des médias, les gens qui savent que je suis innocent n'ont pas voulu m'innocenter, parce qu'ils auraient perdu de la crédibilité. Ouais. Mais il y a un mot qu'on n'a pas utilisé aussi, c'est la mentalité. C'est ça. C'est qu'en France, il y a une drôle de mentalité. Et quand je parle de la France, il ne faut pas dire « oui, t'es français ». Oui, je suis fier d'être français, je suis français, mais on a une mauvaise mentalité. Là, il y a une ministre qui est arrivée et qui veut faire parler d'elle. Je trouve, attendez, laissez-moi finir, parce que je vous ai laissé parler beaucoup depuis tout à l'heure. C'est un peu vite fait, ça, comme... Non, c'est pas vite fait. Parce que si je dis ça, c'est que... C'est bien de lutter contre le dopage dans le sport. Bien sûr, je suis un des premiers à lutter contre le dopage, contre le sport. Mais il y a une façon de le faire. C'est-à-dire arriver en France, essayer de casser les cyclistes, chaque sens que... Là, je vais vous expliquer par rapport à la mentalité. C'est que dans le cyclisme, tous les Français le savent. Que ça se passe comme ça. Les partenaires le savent. Le monde entier le sait. Et tout d'un coup, soi-disant, on sort un gros truc comme ça en voulant casser tout le monde. Et pourquoi on se ment? Ça veut dire que sans dopage, on ne ferait pas le Tour de France en 20 jours. Hein. Je sais pas. Comme on dit chez nous, Dieu seul est juge. Mais si on s'est moqué de Virenque, il ne faut pas être faux cul parce qu'on s'est tous moqué de Virenque aussi. Il faut arrêter aussi. Sauf moi. Nous, si on s'en est moqué, c'est aussi parce que, justement, vous dites vous-même, tout le monde sait que tous les coureurs sont dopés. Alors pourquoi lui? Ah bah moquez-vous de ceux qu'il faut. Oui, mais pourquoi lui, contrairement à tous les autres, dit moi j'ai rien pris, j'ai rien pris. À dire non. C'est là où il a fait une connerie. Non, mais quand il a fait sa connerie, lui, il a ça qui lui tombe sur la tête. Donc c'est difficile, quoi. Moi, si j'avais été à sa place, je pense, j'en sais rien, moi j'aurais tout dénoncé.
Je m'en fous, moi. Moi, je dénonce tout. Moi. Mais c'est ça le truc. Mais que lui, je sais pas, Christine, alors, il a pas eu, Vous entendez il a pas eu cette force, ou je sais pas, il a été mal conseillé. Mais à partir d'un moment, Maître Geppetto. je sais pas, mais je Maître Geppetto. Je suis pas là. Ah, c'est Collard que vous appelez Maître Ah Geppetto. bah oui, c'est vraiment ça. On avait l'impression, il a raison, Je Jamel suis pas là Bourras. pour juger, On mais- avait l'impression d'un garçon qui était une marionnette avec un avocat qui lui disait faut dire ça, ça, pas ça. Mais- Puis il l'a mis sur la mauvaise voie, Oui, manifestement. oui. Mais ils ont vachement abusé, trop. Ouais. Trop, c'est trop. Il faut savoir s'excuser. Je pense qu'ils ont été trop loin. Et j'accueille maintenant une vraie médaille d'or, mesdames, messieurs, Jamel Bourras. Alors donc Jamel Bourras, médaille d'or de judo aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Un an plus tard contre les positifs à l'androlone. Et vous parlez de ça on va en parler donc dans un bouquin. Faire ça Avec tes mains. Voilà. Bon alors, on commence. Non, on commence. Ce livre d'ailleurs commence par l'histoire de votre famille, justement, votre grand-père qui a fait 14-18. C'est pas mal de le dire, ça. Oui, Parce que les gens les oublient des fois. Oui, tout à fait. En fait, j'ai voulu raconter un peu d'où je venais, d'où mon arbre un peu commençait. Et je crois que c'est important. Surtout, je voulais que les Français de souche, parce que moi j'ai une double culture, je voulais qu'on comprenne une fois pour toutes nos difficultés. C'est qu'en fait, ils nous disaient toujours qu'on était Algériens. Moi, personnellement, je suis né en France, mais mes parents me disaient t'es Algérien, on va retourner définitif en Algérie. On n'est pas chez nous ici. Alors je dis ah d'accord et tout. Moi j'étais à la maison, bon c'est ça. Et lorsque j'allais à l'école, bon, t'es de quelle origine? Bah je suis algérien. Mais t'es né en France, c'est pas possible. Bah écoute, alors on avait le cul entre deux chaises comme on disait. Donc il fallait trouver son canapé. Faut donc, acheter un canapé. Oui. À quel âge vous avez découvert le judo? Parce que quand vous avez découvert le judo, vous dites je vis judo, je dors judo, je cours judo, je ne rêve que de combat et de victoire. C'était à quel âge ça? J'ai commencé le judo, j'avais 8 ans. Et je pense que c'est vers 12-13 ans. C'est-à-dire que même lorsque mon père me disait bon bah c'est l'école, hein, moi le judo ça m'intéresse pas. Donc c'est l'école, lorsqu'il me donnait des livres, il fallait que je lui résume les chapitres un peu le soir. Donc j'étais là dans les bouquins. Au bout d'une demi-heure, je me rends compte, j'avais rien lu quoi. J'étais dans une finale d'une compétition, je ne sais où. À 15 ans, vous avez votre première ceinture noire. Ouais. Vous n'avez même pas le droit de la porter, parce que vous êtes obligé j'ai de eu à 15 ans et 2 mois. la porter à 16 ans. Et en 88, alors ça c'est incroyable, dans le genre passion, en 88, vous voulez tellement participer au championnat de France, vous avez une jambe cassée, vous cassez le plâtre. Ça c'est fou. Je me fais une double entorse et arrachement du ligament. Et on me met le plâtre le soir même. Et mon père qui me disait non. Et le soir, il a fallu que je convainc mon père et le soir même, il m'a enlevé mon plâtre, il m'a scié le plâtre. Et j'ai fait toute une galère de rééducation avec la lampe qui me chauffe le pied, l'entraîneur qui me massait, sinon, pour moi, les chemins de France, c'était foutu. Ouais. Après, vous partez à Joinville, parce que beaucoup de sportifs vont au bataillon de Joinville pour faire l'armée. Et là, justement, l'alcool vous permet, vous ne buviez pas, évidemment, en tant que musulman chez vous, et l'alcool vous permet de faire partie du groupe, de vous intégrer un petit peu avec les autres. Et c'est là qu'il y a cette scène terrible, c'est-à-dire c'est en 93 au Japon, stage de l'équipe de France. Après une soirée arrosée, vous avez un ami qui se fait renverser par une voiture et qui meurt le lendemain à l'hôpital. Vous étiez là, vous dites tous les deux avec David. Douillet, la main dans la main. Ouais, c'est que lorsque je suis arrivé, j'avais 16-17 ans. Et comme j'étais souvent dans ma cité là-bas, où on est toujours entre nous, ils ont toujours fait ça pour qu'on soit toujours entre nous de toute façon. Lorsque je suis arrivé là, à Paris, ça a été une ouverture pour moi. Mais lorsque j'arrive, j'étais toujours entouré de Français de souche, quoi, ou de chrétiens qui pour eux, l'alcool n'était pas interdit ou quoi que ce soit. Et moi, je savais pas, je croyais en Dieu, mais bon, j'étais pas pratiquant. Et donc, autour de tout ça, dès que les gens commençaient à boire, moi j'étais autour, alors ça rigolait pour pipi, caca, pour n'importe quoi. Donc j'étais là toujours en dehors, je me faisais chier, quoi. J'étais là, alors je rentrais toujours dans la chambre, tout le temps, j'étais un peu seul. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je pratique pas, je vais faire partie de leur trip, quoi. Ouais. Et jusqu'à un moment où il y a eu cet accident au Japon et je suis revenu. Et là, vous êtes rentré, vous avez dit, cessez de boire, quoi. Ouais, j'ai étudié, après j'ai commencé à lire des livres déjà, je me suis posé la question sur la croyance. C'est-à-dire y a-t-il un Dieu ou pas? Donc j'ai fait un peu des recherches personnelles. Et puis ça aussi c'est notre cœur qui le sent. C'est pas vraiment aussi la raison, parce qu'on dit toujours que le cœur dépasse la raison. Vous avez été le premier musulman français, donc champion olympique en 96.
et vous dédiez votre médaille d'or au monde musulman. Ça a choqué beaucoup de gens. Ça a choqué des... Oui, de toute façon, l'ignorance choque beaucoup de gens, toujours. C'est pour ça qu'on dit que l'ignorance engendre la crainte et la crainte engendre la haine. Et le monde musulman, c'est qu'il y a beaucoup de choses, comme je l'explique dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'avaient choqué cette année-là. Moi, en tant que musulman, c'est-à-dire qu'on ne jugeait pas de la même façon lorsque c'était une autre personne qu'un musulman. Je donne un exemple. Au Liban, ils ont tué... il y a eu, 104 morts à cette époque-là, civils. Et il y a eu beaucoup moins de morts, je me rappelle, en Israël. Il y a eu 4 morts. On a donné 100 millions de dollars. À l'Assemblée nationale, ils ont fait une minute de silence. J'ai dit, c'est super, c'est beau, ce qu'on fait dans le monde, c'est extraordinaire. Alors, et ensuite, il y a eu 104 civils morts. Et là, personne n'a rien fait, ni minute de silence. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est comme ça? Et il y a une autre chose aussi qui m'a choqué, c'est qu'en Bosnie, avec ce qui se passait, parce qu'il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait rien, donc les gens ne venaient pas là-bas. Et en plus, il y a une autre chose, si ça avait été le contraire, et j'en suis un peu persuadé, si ça avait été les Bosniaques qui massacraient les Serbes, on aurait dit « Ah, les fous de Dieu sont en train de massacrer les pauvres chrétiens. Oui. Et c'est ça que j'apprécie pas. C'est que sur les 1,3 milliard de musulmans dans le monde, il suffit qu'il y ait un petit pourcentage d'ignorants ou de fous, tout ce qu'on veut. Dans le monde musulman, on met beaucoup en exergue les intégristes et les fondamentalistes. Oui, parce que ça arrange beaucoup de monde. Ouais. Pour moi, c'est fait exprès, ça. Parce que souvent, les musulmans qu'on interroge aussi, on dirait qu'on les choisit parce qu'on a envie de montrer ça. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont très sages, qui est très pieux, qui ont un respect de la femme, qu'il n'y a même pas un Européen. J'ai pas vu un ami européen respecter sa femme comme ça. Et ça, on ne le montre jamais. Mais avouez quand même que c'est rare, Djamel Bourras, que des musulmans s'expriment à la télévision en France pour parler de leur religion, à part le dimanche matin quand on dort. Pourquoi? Parce que... Oui, non mais d'accord, parce que... c'est par pudeur ou c'est pas par pudeur? Oui, c'est pas ça, c'est que c'est mal. Dans la mentalité maintenant, c'est mal perçu. Lorsqu'on dit ouais, je suis musulman, les gens, même ceux qui sont musulmans, ont honte presque. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la confusion. Ils ont honte de dire oui, je suis musulman, je fais le ramadan, je fais ci. Ah bon? Parce que dès que tu dis ça, on te regarde, tu vois, on se met un peu à l'écart. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Vous ne trouvez pas que c'est pareil pour les catholiques? Maintenant, quand quelqu'un dit je suis catholique, on dit je veux être de droite, comme si être catholique, ça voulait dire être de droite. Je pense pas. Franchement, beaucoup moins. Peut-être un peu maintenant, mais beaucoup moins. Et c'est dommage, je trouve. Alors, après votre victoire, évidemment, les médias se sont jetés sur vous. Vous parlez de Juppé qui vous attendait. Vous ne l'avez pas regardé. Vous dites qu'il était là que pour se faire mousser. Oui, c'est clair, je veux dire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je le pensais. C'est-à-dire que tous les sportifs, déjà, dans l'avion, faisaient ça, de toute façon, tellement les sportifs faisaient la fête à l'intérieur, tout le monde est arrivé, les chemises déchirées, torse nu. Juppé, ils ont même pas, personne n'a vu Juppé, mais ils sont là. Moi, bonjour je dis, les enfants. c'est qui toi? Personne n'a fait attention, quoi. Et puis, je dis, ils sont là pour se faire mousser, parce que dans mon épreuve, l'épreuve que j'ai eue, on en a toujours de toute façon, mais dans l'épreuve que j'ai eue, c'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'eux, je ne parle pas de Juppé, pour tous les politiques, lorsque tu réussis, dès que tu as un emblème, là, comme en ce moment avec Zidane, tu vois, ils sont tous là, si Zidane il a besoin d'eux, ils sont là en garde à vous, ils viennent tous avec le dernier. Et moi, lorsque je suis revenu, oui Djamel, alors il n'y a pas de problème, etc., tu vois, comme tu veux, ta famille, tu viens, tout ce que tu veux, tu vois. Et quand j'ai mon problème, excusez-moi, là, mais je suis innocent, là, il y a vraiment une injustice qui est en train de se passer, etc. Oui, mais vous savez, il n'est pas là, il est en Afrique, là, ils sont pas là, tu vois. C'est un peu comme vous, Pierre, hein? C'est sans doute ce qui nous a, réunis. Et puis, comme j'ai un peu plus de bouteilles que toi, ça c'est clair. Je me suis permis de lui dire qu'il fallait peut-être avoir un peu plus de recul parce que c'est très difficile pour quelqu'un comme Djamel qui a été touché. Je voudrais juste, si c'est possible, que tu montres tes mains. Ah, mes doigts. Tes doigts, oui. Montre tes doigts. Parce que, vous voyez, pour être champion olympique, il a déformé ses mains et regardez comment sont ses doigts. Donc, quand on souffre comme ça pour être champion olympique et on est attaqué, il y a deux façons de réagir et c'est vrai, je parle sous le contrôle de Djamel, c'est vrai que par rapport à ses origines, par rapport à ce qu'il a, il avait peut-être plutôt tendance à se réfugier dans la haine
plutôt que de tourner la page et de démontrer seulement qu'il était le plus fort. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit devant soi quelqu'un qui est fort. Alors, quand vous avez gagné cette médaille, vous avez eu beaucoup de succès, donc évidemment Juppé qui vous attend, etc., vous le regardez même pas. Et le cinéma vous tombe dessus. C'est un peu la même histoire que Florent Pagny. Vous êtes tombé sur Dominique Besnéard. Ouais. Mais que j'avais rencontré avant d'être Et on me proposait des rôles de maghrébins, beaux gosses, amoureux d'une bourgeoise avec des scènes d'amour. Ça vous a pas branché? Oui, on l'a proposé une dizaine là depuis, mais on m'a proposé une fois un scénar. Alors c'était soi-disant voilà, le maghrébin qui habite dans un village, qui sort avec toutes les filles, et là il tombe amoureux d'une fille du Front National, quoi. Super le truc. C'est une comédie, ça, non? On m'a proposé un autre, je vous en donne un autre. Le deuxième, c'est je fais livreur chez Pizza, etc. Un homme et une Et puis je tombe dans une banque, et je me retrouve avec une bourgeoise, et puis on est enchaînés tous les deux, et puis après on se retrouve en amoureux. Oh là là. Que des premiers rôles en plus, tu vois, pour un début, c'est super. Vous avez eu la Légion d'honneur. Pourquoi vous n'avez pas refusé la Légion d'honneur? Parce que, Quand on refuse de chanter la Marseillaise, comme on dit, il faut trembler pour grandir. Et puis à cette époque-là, quand tu es un peu dans les nuages, tu fais pas gaffe à plein de choses. Et puis bon, déjà que je suis assez rebelle comme ça, je me suis dit, bon, déjà que en 96, j'ai essayé de dire beaucoup de choses. Alors si je me suis dit, je me fais remarquer encore pour ça, ils vont dire, bon ça va, celui-là, ça va, il est bien sympa, et c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'avec réflexion, je me dis, mais pourquoi je l'ai accepté, quoi. Pour moi, ça sert à rien. Une Légion d'honneur, je sais pas, quand je les ai appelés, quand j'ai eu mon problème, ça passe bien grand-chose. Justement, on y arrive à vos problèmes. Il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle, alors là on dirait du beau temps, L'heure des trahisons, et vous dites, les amis du champion olympique ont du mal à être ceux du dopé. Ma chance dans tout ça, c'est que je fais du sport de combat. Donc dans la rue, les gens ne se disent pas, on va lui dire, tiens, t'es dopé, t'es si, parce qu'on ne sait jamais s'il a un peu fait tu vois. Donc ça, déjà, ça m'a sauvé un peu. Mais le plus qui m'a touché, c'est ma famille. C'est lorsqu'on a une petite sœur qui est charmante, qui est magnifique, qui a 12 ans et qui va à l'école. Anissa qui revient en pleurant, qui part de l'école parce que tu as tous ses copains, c'est compréhensible. En plus, à cet âge-là, de toute façon, à 12-13 ans, on est toujours un peu vache. Et je lui dis, oui, ton frère, c'est un tricheur, ou quoi que ce soit, qui revient en pleurant, qui va pas à l'école pendant un temps. Et enfin, ma mère, la douleur qu'elle a, parce que même si j'ai beau avoir maintenant 28 ans, je serai toujours son bébé, quoi. Et lorsqu'il y a un problème, et ces amis-là, quand ils m'ont appelé, ils m'ont pas dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette fois-là, j'ai ma famille. Vous savez, nous, quand on jure, peut-être qu'à notre époque, ça ne veut plus rien dire. Quand on jure sur quelque chose, on est obligé de nous croire. Sachant que moi, j'ai dédié la médaille d'or aux musulmans, donc ils se disent il est musulman. Quand je suis arrivé là-bas, quand je suis descendu à Givors, je leur ai dit tout simplement, parce que j'ai une fille qui s'appelle Inès, et je leur ai dit que Dieu, aujourd'hui, me maudisse, moi, ma fille, ma famille, si moi j'ai fait ça. Ils se sont mis à pleurer en face, parce qu'ils savent de quoi je parle, tu vois. Ils savaient qu'il y avait c'était assez grave, c'était assez fort. Je peux me permettre de dire quelque chose. Soyez, Thierry, Jamel vit quelque chose que tous les gens qui ont été condamnés à un moment vivent. Il est aujourd'hui blanchi. Et pourtant, vous lui reposez des questions sur son passé et il continue à y répondre. Tu ne dois plus répondre à ces questions, Jamel, parce qu'on t'a rendu ta médaille. Donc ça n'a plus lieu d'être. Tourne la page. C'est bien. Aujourd'hui, j'ai appris une bonne chose. C'est que je vais l'amener à chaque fois dans les émissions. Comme ça, j'ai plus besoin de répondre à... Alors vous dites le combat vers la lumière n'est pas terminé. Il y a Sydney. Je dédierai ma victoire à tous les Jamel Bourras de cette terre. Oui. C'est dans combien de temps, Sydney, là? C'est C'est bientôt? dans 8 mois, septembre. Ouais. Septembre. Si je le fais 2 fois, je serai le seul Français à l'avoir fait. Tu te rends compte? Alors là, je sais plus ce qu'ils vont me faire. Mais j'espère. Je leur demande juste une chose, c'est de rien me faire avant, pour que je puisse y aller. Mais voilà, merci. Tu vois, et puis voilà, quoi. Voici Jamel Bourras. Il va y avoir du sport, mais moi je reste. Il va y avoir du sport, mais moi je reste. Il va y avoir du sport, mais moi je reste. Comment ça va, Jamel? Bien, et vous? Bon. Alors, Jamel Bourras, médaille d'or à Atlanta, on l'a dit. Retour triomphal en France après Atlanta.
Vous êtes un peu à l'époque le symbole zidanesque de l'intégration. On dit, regardez, vous avez vu, la France, c'est formidable. Il n'y a que des beurs qui gagnent au foot et qui gagnent au judo. Et puis en 97, vous êtes contrôlé positif à la nandrolone et suspendu 1 an. Mais le doute subsiste malgré tout, parce que d'abord vous niez, et le doute subsiste. Alors il y a plusieurs hypothèses qui sont échafaudées à ce moment-là. Est-ce que vous sécrétez naturellement de la nandrolone? Parce qu'il faut savoir quand même que tout ça, c'est des mesures sur 5 millionièmes de grammes. Deuxième hypothèse, la fiabilité des mesures. Parce que c'est vrai qu'en 5 millionièmes de grammes, ce n'est pas toutes les balances qui peuvent le mesurer. Et puis la deuxième solution, c'est le produit. Vous auriez pris un produit non interdit qui aurait les mêmes effets dans les contrôles que la nandrolone. Enfin bon, en tous les cas, on n'a jamais su. C'est ce qu'ils m'ont proposé de dire. C'est ce qu'ils vous ont proposé de dire. Oui, et que j'ai refusé. Mais bon, j'aimerais bien avoir les mêmes juges qu'a eu Virenque. Ouais. Parce que ça faisait 2 ans qu'il disait qu'il était innocent. Ouais. Et il a balancé en disant qu'il l'avait pris. Ouais. Moi, si j'ai ces juges, comme ils ont l'air très compétents, Ouais. donc moi, je veux bien avoir ces juges-là pour qu'ils me jugent. Et moi, je signe un papier aujourd'hui que si demain, je dis que j'ai pris, s'ils arrivent à trouver quelque chose, je ne signe pour faire 15 ans de prison. Ah ouais. Ouais, Tiens, ça, vous dites que Virenque, ça fait plusieurs années qu'il nie. Bon, un jour, il avoue, il va prendre 6 mois. Vous dites, moi, j'ai toujours j'ai nié, pris 2 ans dans un enferme. Voilà. Donc 16 mois sans compétition déjà. Ouais. Voilà. Donc vous êtes prêt à Et je prendre me suis 15 ans si retrouvé on prouve que c'est Je me vrai. suis retrouvé à aller en Colombie, un peu de partout pour aller faire de passer devant les jurés. Ouais. Et j'ai perdu pas mal d'argent. Mais c'est pas grave, ça c'est mon chemin dans la vérité. J'essaye de prouver. Mais j'aimerais bien avoir ce juré. J'appelle ce juré. Venez chercher la vérité, vous allez savoir que j'ai rien fait. Et vous dites, si je suis coupable, je suis prêt à prendre 15 ans. 15 ans. Et tout le bien que j'ai, je vous le donne. Ouais. Et je signe devant vous. Pas de problème. Alors oui, donc en 99, vous êtes suspendu par la Fédération internationale, donc 15 mois loin des tatamis. Vous revenez dans le judo avec des résultats un peu en dents de scie. Et à Sydney, vous partez à Sydney. Bon. Alors, vous étiez dans quel état d'esprit? Parce que moi, j'ai lu une déclaration que vous avez faite, je crois que c'est dans l'équipe, vous dites, en parlant de Sydney, « Je ne suis pas venu défendre un titre olympique. C'est pas comme le championnat du monde ou la boxe. Les jeux, on les fait une fois dans sa vie, puis moi j'ai gagné le titre et c'est pour toujours. » C'est dans l'équipe du 19 septembre. C'est-à-dire que vous, en fait, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher finalement d'être allé à Sydney en disant « Moi j'ai été champion olympique une fois, c'est formidable, après tout maintenant c'est du bonus, quoi, parce que de toute façon j'ai été champion olympique. » Est-ce que vous n'êtes pas parti à Sydney en vous disant que le vrai combat c'était celui d'Atlanta et que Sydney c'était du bonus mais c'était pas fondamental pour vous? Non, parce que si c'est ça, j'arrête. Si je suis plus motivé. Ouais. Je crois qu'en plus, avec ce qui s'est passé, j'avais une autre motivation. Donc j'avais envie de gagner. Mais bon, comme j'ai eu pas mal de problèmes, et puis comme j'ai des problèmes avec l'arbitrage depuis 2 ans. Vous dites avoir été meilleur à Sydney qu'à Atlanta. Et pourtant, vous avez perdu. Bah, j'étais meilleur. C'est-à-dire que les combats que j'ai fait là-bas, qui étaient un peu moins durs à Atlanta, que j'ai gagné de justesse. Ouais. Alors que là, les combats, j'ai commencé par un premier combat qui aurait pu être une finale déjà, contre Arens, le Hollandais, et que l'arbitrage était contre moi, et j'ai gagné quand même par ippon. C'est-à-dire ippon, c'est arrêt du combat. Et les 3 premiers combats, je les ai gagnés par ippon. J'avais un tirage très... Dans mon quart de finale, c'était le quart de finale le plus dur. Et je suis arrivé en demi-finale contre le Japonais. Parce que toi, tu dis que tu méritais de monter sur le podium. C'est-à-dire qu'en demi-finale, si je gagne, je suis en finale déjà. Ouais. Donc voilà, je prends le Coréen du Nord en finale que j'ai battu au tournoi de Paris. Alors voilà, maintenant on est au cœur du problème. Donc vous dites, et c'est important parce que... Il n'y a pas moi qui dis... Oui, c'est ça, vous n'êtes pas le seul à le dire. Vous dites depuis, c'est la faute des arbitres, si je n'ai pas été sur le podium à Sydney. Depuis la nandrolone, je ne suis plus jugé comme les autres. Et là, j'ai relevé un certain nombre d'avis de gens importants qui disent la même chose que vous. Donc là, ça pose vraiment problème et ça mérite qu'on s'y intéresse. Il y a Jean-Luc Rouget, qui est directeur de la Fédé, qui dit ça ne mérite pas, c'est une sanction contre Bourras. Fabien Canu, qui est directeur technique national, qui dit on ne veut pas qu'il gagne. Donc les mecs, c'est pas n'importe qui. Hein. Il y a Michel Vial, qui est chef de la mission française au JO de Sydney, qui dit c'est malhonnête, il a payé et on veut quand même continuer à le pousser dehors. Voilà quoi, donc il y a quand même un certain nombre de gens... C'est ce que je leur ai dit après. Vous savez, j'ai regardé les arbitres, ils baissaient un peu tous la tête. Je leur ai dit, bah, écoutez, maintenant, si c'est ça que vous voulez, je vais arrêter. Ouais. Voilà. Donc vous, aujourd'hui, non seulement vous, mais encore, si vous le disiez, on pourrait dire il est parano, il n'a pas gagné, il cherche des excuses. Ouais. Mais il se trouve quand même que les sommités du judo dans ce pays
les sommités officielles, disent, en fait, c'est vrai, Jamel Bourras n'est pas jugé comme il devrait être jugé, c'est-à-dire on veut le virer, quoi. Déjà, au championnat d'Europe, 3-4 mois avant, je me suis fait voler contre le Biélorusse. Les arbitres ont reconnu, donc ils sont venus, on dit excusez-moi, on s'excuse. Je veux dire, ma compète, elle est finie, quoi. Ouais. Même maintenant, s'ils s'excusent, ils vont pas refaire les JO pour moi. Tu t'es fait couler par un Biélorusse. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le fait que vous revendiquiez votre islamisme, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi jouer contre vous? Qu'est-ce que ça veut dire, islamisme? Non, mais vous êtes musulman, vous le revendiquez. Moi, je suis catholique, je le revendique. Mais Ça c'est pas m'a joué des islamisme. tours. Vous savez, les gros titres médiatiques français, lorsque je vois ça, quand on parle d'islamisme, c'est un peu avec l'intégrisme. Ouais. Lorsqu'on est de confession musulmane, lorsqu'on est français de confession musulmane, et qu'on dédie sa médaille d'or parce qu'il y a eu des injustices cette année-là envers les musulmans, et donc j'ai été touché quand je vois qu'il y avait des oppresseurs et des opprimés, et qu'il n'y avait pas de justice, et qu'ils se faisaient massacrer parce qu'il n'y avait pas ni de pétrole à gagner, ni rien du tout. C'est normal que je dédie un peu ma médaille d'or, un peu à eux. Ouais. J'ai eu une pensée à eux, vous savez, et je le regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Alors, j'ai reçu beaucoup d'emails, la suite de l'intervention dans l'émission de Michel Boujna. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que Michel Boujna a été invité ici pour parler de son spectacle. Il était arrivé un peu cassé, il y avait une panne d'électricité, il s'est assis là, il nous a parlé de son spectacle. Et ce n'était pas du tout prévu que Michel Boujna s'exprime sur le problème du Moyen-Orient, sur le conflit israélo-arabe. Il a dit sa position à lui dans l'émission. Et j'ai reçu beaucoup d'emails me disant si la France veut montrer la véritable neutralité française dans le conflit du Moyen-Orient, il faut que vous invitiez la semaine prochaine quelqu'un qui est musulman. Alors je profite de votre présence ici, Jamel Bourras, pour vous demander, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Boujna, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, on va la regarder. Magnéto, Serge. Quand je vois des enfants en première ligne, avec derrière eux des Palestiniens armés et devant eux des Israéliens armés, et que je vois les enfants au milieu avec les pierres, je dis, qui sont les parents de ces enfants qui ont 9-10 ans pour qu'ils les laissent sortir? Comment un père peut laisser son fils de 9 ou 10 ans sortir pour jeter des pierres alors qu'il sait ce qu'il risque? Le soldat qui est en face, il a 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous croyez qu'il ne va pas porter toute sa vie la mort de l'enfant? Vous croyez que toute sa vie, il ne va pas le regretter? C'est trop simple. Ce qui se passe en France aujourd'hui et la désinformation qu'il y a eu est extraordinaire. Allez-y, je veux dire, informez-nous. Il n'y a pas longtemps, il y a eu trois Israéliens qui ont été lynchés. Lyncher, ça veut dire, c'est pas je me bats avec toi et je te tue. Ça veut dire je te prends, je t'attache et je te pends. C'est pas la même chose. Ce que je ressens aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en France, sur les synagogues qui ont été brûlées, sur toute la résurgence de cette violence qui vient en France, je pense que la presse et les médias ont une grande responsabilité. Vous avez un pouvoir qui est dangereux, qu'il faut manipuler avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'intelligence. Je crois qu'il y a eu une légitimité, il y a quelque chose qui a légitimé cette violence chez les jeunes ici en France, qui est illogique, qui est folle. Il y a beaucoup de victimes dans cette histoire, chez les Palestiniens et chez les Israéliens, il ne faut pas l'oublier. Quand j'ai vu un Palestinien à la télé il y a 2 jours qui a perdu un fils, ça me fait de la peine de voir un homme perdre son fils. Vous croyez, moi j'ai un enfant, je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'en ai encore 4 à sacrifier. J'en ai encore 4. Il n'a pas dit je vais aller me battre moi. Il a dit j'en ai encore 4 à sacrifier. Voilà, c'était donc Michel Boujna dans la dernière émission de Tout le monde en parle. Donc comme je l'ai dit, il venait pour parler de son spectacle. À un moment, la conversation est venue là-dessus. Et effectivement, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi on ne donne pas la parole à ceux qui sont en face. Ben voilà, vous pouvez vous exprimer, Jamel Bourras. Je crois que le point le plus important du discours de Michel Boujna, c'est de dire c'est pas bien d'envoyer des enfants, quoi, parce que effectivement, c'est joué à travers la télévision, à travers les médias, c'est joué à travers sur la sensibilité des gens. Mais je pense qu'il y a pas mal d'ignorance de sa part, premièrement. Et déjà, j'aimerais enlever des amalgames quand il parle de médias. Déjà, on va voir tout de suite sur Le Point aujourd'hui, enfin de cette semaine, qu'est-ce que veut dire pour moi? Je ne comprends pas, hein, moi je suis un peu bête. Donc les juifs français, les arabes. C'est-à-dire que moi je suis quoi, arabe ou je suis français? Pourtant je combats pour la France, j'ai mon passeport. Donc il y a beaucoup de Français. En plus, il faut savoir que quand on dit antisémite, les arabes sont des sémites aussi.
Donc Ils sont plus antisionistes qu'antisémites, vous voulez dire. Voilà, Oui. tout à fait. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. On n'arrête pas de faire d'amalgame entre les Arabes, les musulmans. Il y a des Arabes qui sont chrétiens, il y a des Arabes qui sont athées, il y a des Arabes qui sont... etc. etc. Donc ça, c'est une chose très importante. Ensuite, je vais répondre un peu, je vais essayer de répondre un peu à Boujna. Je crois qu'il a eu des problèmes un peu avec son spectacle, parce qu'il a dit autre chose. Et déjà, il y a 2 semaines, sur le JDD, j'étais surpris un peu. J'ai dit, tiens, c'est super ce qu'il a dit. Il disait que Sharon, c'était un enfoiré, presque, etc., etc. Et là, 2 semaines après, il change de discours. Sachant que Sharon, c'est vraiment un enfoiré. Il ne faut pas oublier les massacres qu'il a fait au Liban. Sabra et Shatila. Sabra et Shatila, avec 1500 morts, etc., etc. Hein. Bon, en plus, ce qu'il faut, le problème là-bas en Israël, c'est qu'il y a des résolutions par l'ONU qui ont été faites. C'est la résolution de 67, je crois, qui est la de 242. Ils sont dans des territoires occupés. Ils devraient partir. C'est l'ONU qui a décidé ça. Ils ne partent pas. Ensuite, quand ils parlent des enfants, de quel enfant ils parlent? De quel enfant ils parlent? Des enfants nés ici. Des enfants qui sont envoyés devant les chars. Non, mais des enfants nés ici avec leur chocolat, leur pain le croissant, etc., la Nintendo, etc., ou des gens qui sont nés dans la guerre, qui ont vu leur père mourir. Ils n'ont même plus de père pour leur dire reste ici. Ils n'ont plus de mère, ils ne mangent pas. C'est une catastrophe. Il faut aller voir. Moi, je le prends en mot. Moi, aujourd'hui, je suis là, pareil. Je ne suis pas là à faire le justicier de la terre, hein, mais il y a des choses qui me révoltent. Donc, moi, je le prends en mot. Moi, à Boujna, on va prendre une caméra. Et demain, je pars avec lui là-bas. Et on va filmer comment vit Israël, comment est Israël, et on va filmer comment vivent les Palestiniens. Et je crois que cette vérité va faire beaucoup de mal, parce que je vous assure que ces gens souffrent. Vous croyez qu'ils ne seraient pas mieux à notre place en train de jouer, en train de sortir avec des petites filles, en train de s'amuser comme tout le monde? Non? Ils sont en train de... Et quand on me dit, mais l'enfant... Oui, mais l'enfant... Vous croyez que le jeune, quand il dit les massacres, les 3 soldats qui ont été massacrés, mais c'est des soldats. Et quand on me dit, se sont trompés de terrain, en tant que guerre, tu vas te tromper de terrain, tu te retrouves chez les Palestiniens. Mais ça, il faut la raconter, vous savez, à tes enfants ou à des jeunes, mais pas tout le monde quand même. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Vous savez, Israël, il n'y a pas que des Juifs là-bas. Il y a des Arabes, il y a beaucoup Musulmans, de... etc. bien entendu, oui. Donc, il est quoi exactement? Il est tunisien? Il est français? Il est israélien? Je ne sais pas, moi. Il faudrait qu'il m'explique un peu. Une personne comme Enrico Macias, qui a chanté une chanson sur le malheur à celui qui touche un enfant. Malheur à celui qui touche un enfant. Elle veut bien dire ce que ça veut dire, qu'il soit noir ou blanc, etc. Alors, et quand tu le vois défiler sur les Champs-Élysées, avec des drapeaux, je ne sais pas si c'était lui ou pas, mais avec des drapeaux, on est des sionistes, on est fiers, etc. Et tu le vois après dire malheur, c'était quoi? C'était un business. Et moi, je l'ai vu, j'étais avec lui, quand j'étais invité comme j'ai une double culture, j'étais invité par le président Bouteflika. Et je l'ai vu en train de pleurer, il ne pourra pas le nier ça. Je l'ai vu en train de pleurer devant Bouteflika, en train de lui dire « Oh, mon pays, l'Algérie, je suis fier. Je suis fier, je veux rentrer là-bas, etc. Ouais. » Il a fait une chanson. Ça, c'est Enrico Macias. Enrico Macias. Je me dis, mais attends, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce jeu-là? Ils sont quoi? C'est quoi comme citoyens? C'est quoi comme... Ils sont algériens, ils sont français, ils sont israéliens, c'est quoi le truc? À un moment donné, je crois qu'on est tous pour la paix. Moi, je suis le premier à être pour la paix, pour l'amour, pour tous ces mots-là qui nous entourent, qu'on a envie pour lesquels on a envie de vibrer. Moi, je suis un des premiers. Moi, je suis contre les gens qui brûlent les synagogues. Mais déjà, il faut être sûr que ce soit des Français d'origine maghrébine, etc., avant de dénoncer quoi que ce soit. Quelle est votre position, William Abitbol, là-dessus? Moi, on en parlait tout à l'heure. Moi, je crois que émigrer, pour parler des Français d'origine arabe, enfin qui sont musulmans mais qui sont français, ou des Juifs français, pour moi, émigrer, c'est pas changer de pays, c'est changer d'histoire. L'idée quand même de quand on est français, juif français, arabe français, on est français. Moi, je me souviens d'avoir inauguré la mosquée de Lyon avec Charles Pasqua quand il était ministre de l'Intérieur. J'ai un petit peu, puisque elle a participé à la rédaction du discours, qui a l'inauguration de la mosquée de Lyon en 1994, je m'en souviens bien. Et c'était ça l'idée, c'était le même sang versé pour la même patrie, au fond, l'a été par des gens d'origine très différentes. Et au fond, c'est je vous dis, émigrer, c'est changer d'histoire. Si vous êtes français, vous avez des origines qui peuvent être algériennes, qui peuvent être tunisiennes, qui peuvent être, en ce qui me concerne, j'en ai des Croates, j'en ai des Russes, j'en ai d'autres encore. Mais mon histoire, elle commence avec l'histoire de France, et il faut l'intégrer. Si on prend l'exemple de l'Irak, lorsque, en 91, le 17 janvier, ils ont mis un ultimatum ce jour-là,
Ils ont dit, voilà, il y a une résolution, vous devez partir du Koweït. Non, on n'est pas d'accord. Le monde entier était contre eux, ils ont bombardé. Et je vous explique un truc, si vous ne savez pas. Il y a 7000 enfants par mois qui meurent encore. Là, ils sont en train de se faire bombarder encore. Et personne ne le sait. 7000 enfants par mois qui meurent. Et je vais vous expliquer un autre chose, si vous ne savez pas. Ils vendent leurs organes pour manger. Ça, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ça fait 10 ans qu'on leur donne pas à manger. Ils n'ont même pas le droit d'avoir des crayons à papier parce qu'ils ont peur s'ils vont construire des armements chimiques, etc., etc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc ce que vous dites, Jamel Bourras, c'est lorsque l'Irak, au Koweït, ne respecte pas une décision de l'ONU, le monde entier se coalise pour faire respecter les décisions de l'ONU. Bien sûr. Sur Israël, la Palestine, il y a une décision de l'ONU qui est la résolution 242, c'est le chiffre, hein, et vous dites que personne ne se coalise pour la faire respecter. Bien sûr, parce qu'Israël est protégé par le grand patron du monde. Et le grand patron du monde, c'est les États-Unis. Et subventionné par les États-Unis. William Abitbol. Non, mais ça c'est exact, oui. Non, mais ça c'est tout à fait exact. Je dis pas que c'est le faux, grand je patron vous du demande. monde. Non, mais ça, Et c'est là tout où à je fait trouve exact. dans cette histoire encore qui est absurde, c'est que tout le monde au début de cette histoire, lorsque Sharon est allé sur l'esplanade, je ne sais pas ce qu'il allait faire ce jour-là, il allait faire peut-être sa prière, il était avec 100... il est venu avec 100 supporters. Snipers, hein. Ouais. C'est pas des supporters, c'est des snipers. Hein. Enfin bref, il est venu, je ne sais pas ce qu'il allait faire. Les gens, tout le monde a dit, ils ont tort. Le seul État qui s'est abstenu, c'est quand même les Américains. Bien, je rappelle le titre de votre livre, Combat vers la lumière, que vous étiez venu à l'époque où c'était sorti. Donc Jamel Bourras, vous étiez samedi dernier à la manif contre la loi sur le voile à l'école, car vous êtes contre, il faut bien le dire. Vous dites, si on exclut ces jeunes filles voilées de l'école laïque, elles vont devenir encore moins laïques. Et effectivement, si on les renvoie chez elles, elles vont être encore plus musulmanes, disons. Je crois qu'il faut laisser la liberté à chacun. Et il n'y a qu'en France, en ce moment, où on pose toutes ces questions, moi qui ai l'habitude de voyager par le sport ou par autre, il n'y a qu'en France où j'entends ces choses-là. Ouais. Maintenant, aussi, j'aimerais expliquer aux gens que j'ai participé à cette manifestation en tant qu'individu de la société civile, parce que quand j'entends des choses qui me choquent, je suis un peu un militant depuis que je suis enfant, et quand il y a des choses qui me choquent, la preuve, quand il y a eu Le Pen qui est passé au second tour, on s'est manifesté parce qu'il y avait une personne raciste qui allait passer bref, donc on s'est tous rassemblés. Pas trop, non? Ouais, Attends, un petit on peu, parle quoi. du voile, d'accord, mais tu parles pas de Jean-Marie comme ça. Pour moi, la chose la plus importante, c'est le savoir et la connaissance. Ouais. Donc à partir du moment où tu enlèves les gens l'école, c'est-à-dire que même si on est dans l'erreur, tu vas à l'école et tu es dans l'erreur. Bon, on t'a voilé, etc. Tu vas à l'école, tes parents sont intégristes ou je ne sais pas, tu vas à l'école. Mais si en plus on t'enlève de ça, on t'enlève l'école pour pouvoir te mélanger, t'échanger avec des oufs comme ça, enfin de partout, toi. Donc tu peux t'ouvrir ou apprendre. Donc je vois pas où c'est que tu peux... tu vas devenir encore plus renfermé sur toi-même et sur ton fondamentalisme. Et moi, pour moi, la chose la plus importante, c'est l'accès au savoir et de la connaissance, c'est tout. Alors, vous dites que finalement, le port du voile peut effectivement peut-être perturber la scolarité, mais moins qu'un string qui dépasse d'un jean. Non, je plaisantais parce que j'ai entendu des gamins dire à la télé, et ça m'avait fait rire, qui disaient que... un peu comme dans son style, disait qu'ils étaient plus dérangés par un string quand ils étaient à l'école qui dépassait du jean que par un foulard. La fille avec le foulard, personne n'a calcul, tu vois. Mais alors que la fille, quand t'es en classe et que t'as un beau cul et que t'es là avec le string, t'es plus déconcentré par ça que par le truc. Quoi. Ouais, mais c'est cool, en même temps c'est cool. Est-ce que vous êtes contre le port du string à l'école? Ah non, moi je suis pas pour, moi chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que tu es pour le port des deux en même temps? Jamel, vous jugez que cette loi est xénophobe, imbécile et raciste, et vous dites que le gouvernement est en train d'installer l'islamophobie dans ce pays. La preuve, hier, ils ont commencé à dire que la barbe, il fallait pas la barbe aussi. Et le bandana. Et le bandana, Non, mais ils deviennent de plus en plus idiots, là. Je crois que ça atteint la... Alors, vous étiez à cette manifestation, donc, samedi. Le problème, c'est que d'abord, c'est bon pour Le Pen. C'est-à-dire que quand les Français voient au journal télévisé tous ces gens qui défilent, vous pensez bien que ça va faire des voix en plus pour Le Pen, cette manifestation, vous le savez très bien. Et l'autre problème, c'est aussi que beaucoup de députés de droite, à commencer par Balladur, qui étaient d'accord pour ne pas voter la loi, ils disaient finalement oui, cette loi ça sert à rien, depuis la manifestation de samedi, ils ont changé d'avis, ils ont envie de la voter. Donc si vous ne pensez pas que ce genre de manifestation, à quelques mois des élections, peut finalement provoquer un raidissement de la classe politique française? Moi je pense, oui. Ouais, je pense, ouais.
Je pense Et que malgré tout, vous allez à la manif. Je pense que le grand gagnant, pas de la manif, parce que y a pas que ça fait quelque temps quand même que l'événement que couvrent les médias, quoi. Ouais. Donc c'est pas une question de manif ou pas de manif, depuis très longtemps on en parle. Ouais. Maintenant, je pense que cette politique-là amène à la haine. Alors, je crois que c'est pas bon. à cette manifestation, il y avait aussi Mohamed Latrèche du PMF, le Parti des musulmans de France. Alors lui, il est antisioniste, bon ça c'est son droit. Il est aussi terriblement antisémite. Il est l'éditeur du manifeste judéo-nazi d'Ariel Sharon, qui est une vraie fausse interview du Premier ministre d'Israël. Il était à la tribune avec Serge Thion, qui était un négationniste très connu. Et il a dit, en parlant de Serge Thion, « Je suis très content et fier de le connaître ». Est-ce que à un moment, finalement, même si vous n'étiez pas derrière lui, on a bien compris, mais est-ce qu'à un moment, le fait finalement de manifester avec quelqu'un comme Latrèche, c'est pas dangereux? Ben non, mais moi, comme j'ai dit, c'est un ami ici au début qui est venu dans mon salon de thé et qui m'a dit on manifeste samedi. Je lui dis contre cette loi. Je lui dis bah écoute, c'est super, moi aussi je suis contre cette loi, donc on va le faire. Et après, dans les médias, j'entendais tous les jours comme quoi il y avait une espèce de groupe, enfin parti politique PMF. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Personne ne le connaît, on ne le connaît même pas. Et donc je suis allé en tant qu'observateur. Pour montrer que j'étais contre cette loi. Vous avez dit, je suis d'aucune mouvance, vous l'avez déclaré, je viens tout seul à cette manif. Voilà. Mais quand j'ai entendu parler cette personne, je me suis sauvé. Mais c'est vrai qu'à cette manif, on aurait préféré voir Monseigneur Lustiger ou le grand rabbin Citruc. Moi, c'est ça, j'ai cru qu'il y avait ça, moi j'ai cru qu'il y avait tout le monde, quoi. C'est quand même une loi raciste, quoi. Vous savez quand même que vous êtes en train de devenir le porte-parole des musulmans Pas du tout, loin de là. Mais c'est pas grave, il en faudra bien, de toute façon. Mais dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont à un moment portés sur le devant de la scène. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'osent pas parler. Et moi, ça me fait chier, quoi. Il y a des gens qui pensent qu'à leur business, tu vois. Alors que à un moment donné, on se fait insulter tout le temps. J'ai ramené un petit manifeste là ici tous les jours, tu vois. Bon, on est quand même des musulmans, chacun a sa dignité, tu vois. Bien sûr. Et puis il y a un proverbe qui dit va acquérir ta dignité en enfer s'il le faut, et refuse l'humiliation même au paradis, qui est de Moutanabi, ça. Et quand t'entends un mec comme Claude Imbert qui dit je suis un peu islamophobe, ça ne me gêne pas de le dire. J'ai le droit de penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, apporte une certaine débilité qui en effet me rend islamophobe. Ça c'est Imbert. Quand t'entends... C'est éditorialiste au journal Le Point. Le Point, oui, bien sûr. Quand t'entends Houellebecq qui dit la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré. Oui, mais enfin, il faut admettre une chose. Moi, je veux dire, moi, je suis catholique, mais en même temps, en France, de tout temps, il y a des gens qui ont chié sur la religion catholique et on a appris à vivre avec. Ça fait partie de la démocratie, ça, non? Ouais. Ça fait partie de la... Si on est chié dessus... Ouais, non, mais je veux dire, quand je vois le pape au Guignol qui prend de la coke, par exemple, ça me gêne, mais voilà, c'est comme ça, ils ont le droit de le faire à un moment. Ah non, mais je dis pas qu'on n'a pas le droit de le faire, mais de dire des conneries... Quand c'est un ministre, quand il y a des comiques qui plaisantent là-dessus, encore, c'est compréhensible. Mais quand c'est un ministre qui dit... Xavier Darcos qui dit quand on n'aime pas la République française, on va ailleurs. Ah, la France aimait là ou quittez là. Tu vois, en parlant de... C'est-à-dire que quand tu n'es pas content, tu peux pas mettre le feu chez toi. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens sont français. Mais le problème, c'est qu'on n'accepte pas. La preuve, c'est que comment le Premier ministre de l'Intérieur, Sarkozy, qui soi-disant, on parle de République, Nicolas. Mais lui, il était contre la loi et finalement, il s'est rallié à mais Chirac. En plus, ça veut dire qu'il va demander son avis à l'étranger. C'est-à-dire qu'il va en Égypte pour demander à soi-disant Cheikh ou un savant religieux pour lui dire est-ce que j'ai le droit quand même de faire ça. Ça veut dire alors que c'est un problème franco-français. Oui, enfin, c'est bien en tous les cas de prendre l'avis des sommités musulmanes dans le monde, non? C'est pas une sommité, on ne le connaît pas. Il n'y a pas de sommité. C'est-à-dire, nous, c'est un problème franco-français. Je ne vois pas pourquoi. Ça veut dire qu'ils ne nous acceptent pas encore comme Français. On n'est pas acceptés comme Français ici en France. C'est ça le problème. Mais il y a un autre truc qui est important, s'il te plaît, que j'aimerais te dire. C'est, moi, j'ai fait les Jeux Olympiques, tu vois. J'ai rapporté des médailles pour la France. Et il y a des valeurs que j'ai représentées. Et ces valeurs-là, quand j'ai lu cet article, cette déclaration, c'est ça que j'ai défendu. Tu vois. Alors j'aimerais vous lire cette déclaration qui dit... Déclaration de qui, Jamel? Déclaration universelle des droits de l'homme. Vas-y. C'est clair, c'est-à-dire que même les lois qu'on fait, les déclarations universelles des droits de l'homme, c'est au-dessus. C'est vrai. D'accord ? Donc, il faut bien écouter, j'apporte l'attention aux gens, tu vois, de bien écouter cette déclaration qui dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » C'est clair, non? Donc je sais pas, ce qu'on essaie de... En fait, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt.
La France a beaucoup de problèmes en ce moment, au niveau chômage. Ouais. Au niveau, il y a 30 000, dans les sociétés, il y a plein de problèmes, mais sauf qu'on met, tiens, l'histoire du voile, ça va cacher tous les problèmes qu'on a. C'est un peu comme tu penses, c'est un peu comme des faux les problèmes. chaussures de Roland Dumas sur l'affaire des frégates de Taïwan, quoi. Ouais, je connais pas bien son histoire, je suis mais désolé. non, on la connaît. C'est pointure, mais quand même, il y a une corrélation. Non, mais bon. Tu vas donc continuer à manifester Je vais continuer à manifester, je vais continuer à dire ma vérité tout le temps, Ouais, mais ouais. maintenant, on va essayer de ne pas se faire piéger par certains, mais c'est clair que dans n'importe si ça avait été des juifs qui m'appellent et qui me disent Jamel, on va enlever nos trucs, bah, je vais avec eux manifester. J'accueille Max Gallo. Max Gallo, bonsoir. Alors, vous savez que Anne Dao Traxel est la troisième fille de Jacques Chirac, notre président de la République, voilà. Et Valérie Domin a essayé de faire un livre au sujet de Cécilia Sarkozy. Le livre qui ne devait pas paraître, c'est toujours un peu le même, enfin pas le même, mais c'est le même sujet, si je comprends bien. C'est le même sujet, oui. Le même sujet. Voilà. C'est ça. Bien Comme suivi. je vis dans mes livres à moi, il faut que je me mette au courant. Bah, c'est-à-dire que vous publiez tellement, vous, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, c'était pour Spartacus. Il n'y a pas longtemps, c'est un reproche, Thierry? Ah, pas du tout, non, au contraire, moi je suis ravi quand vous êtes là, Max. Vraiment. Je vous le dis. Moi on est aussi, d'ailleurs. Ravi de vous avoir. Alors cette fois, c'est pour un livre qui s'appelle Fier d'être français, chez Fayard, mais aussi pour un papier que vous avez publié mercredi dernier dans le Figaro. Et pour réagir sur cet article, j'appelle Jamel Bourras. Bonsoir. Bonsoir Jamel. Alors, ce papier s'appelle « Islam, ne rien abandonner à la politique de l'apaisement ». Alors, vous utilisez ce mot « apaisement » pendant tout l'article, et puis à la fin, on apprend que ce mot était employé au moment de la capitulation de Munich par les diplomates. Devant la menace de Hitler, on disait c'est pas possible, on peut pas aller à la guerre, on va donc pratiquer une politique d'apaisement. Et Munich a été, en septembre 1938, le grand moment où on a abandonné d'ailleurs les Tchèques, on les a livrés d'une certaine manière, et on a dit, on a réussi la politique d'apaisement. Et Chamberlain, qui était l'Anglais, le grand ministre des Affaires étrangères, a dit « c'est la paix pour notre temps ». Et Churchill, qui était dans l'opposition, a dit « ils croient avoir la paix, ils ont perdu l'honneur, ils auront le déshonneur et ils auront la guerre ». Donc, même si la situation n'est pas la même, je sens, et c'est un peu pourquoi j'ai écrit ce livre aussi fier d'être français, je sens chez nous, en France, en Europe, le refus de voir un certain nombre de réalités. Et on entend parler, d'ailleurs, le mot d'apaisement, qui est un beau mot, le mot d'apaisement. Moi, je suis tout à fait un type apaisé, et je suis pour la paix. Mais le mot d'apaisement, dans mon esprit et dans l'histoire, il veut dire en fait capitulation. Il veut dire ça. Et il veut dire capitulation, et je crois qu'il ne faut jamais capituler quand on est sûr de ses valeurs, et ça vaut pour tout le monde, et je crois en même temps qu'il ne faut pas avoir ce qu'on appelle la politique de l'autruche, c'est-à-dire se mettre la tête dans le sable. Donc voilà le sens de cet article, mais en même temps, et je le dis à Jamel Bourras, en même temps je suis fier d'être français parce qu'il est français et qu'il a emporté sur les tapis un certain nombre de médailles qui nous ont tous fait plaisir. Merci. Vous pensez quand même qu'aujourd'hui, face à l'islamisme, voire à l'islam, il y a le même danger qu'il y avait face à Hitler à l'époque? Non, il faut... Écoutez, si on parle de Ben Laden, des terroristes, de Madrid et de Londres, de ceux qui égorgent des gens, de ceux qui essaient précisément de choisir la violence et de tirer du Coran et du prophète la leçon de la guerre et de la violence, ceux-là qui, à mon avis,
sont une minorité. Si c'est ça, oui, c'est aussi dangereux que le nazisme. Je ne confonds évidemment pas l'islam, les musulmans, avec ce que je crois une minorité, et c'est ça qui me révolte, si vous voulez, parce que en Europe, où il y a une forte population musulmane, en France, c'est la deuxième religion, il y a 5 millions de musulmans, dit-on, puisqu'on n'a pas de statistiques précises, il y a la chance de voir naître un espace de paix dans lequel nous pourrions nous rencontrer sur la base de ce qui est la tradition française, qui est celle de la laïcité. Même si elle est imparfaite, même s'il y a de l'inégalité, même s'il y a du racisme, en fait, vous le savez, et vous le savez bien, je l'ai déjà dit, moi je suis fils d'Italien. Ouais. J'ai été porte-parole du gouvernement alors que ma mère était italienne et mon père était né en France, mais était fils d'Italien, on parlait l'italien chez moi. Donc, moi je crois beaucoup, et je pense à vous, madame, je trouve que, et à Jamel Bourras, je trouve qu'une des caractéristiques de la France, fier d'être français, c'est parce que nous sommes depuis l'origine, avant même qu'il y ait une France, parce que nous sommes au bout de l'Europe, les peuples se croisent dans ce pays. C'est donc une terre où peut se jouer, actuellement dans ce 21e siècle, où peut se jouer vraiment une entente. Mais il ne faut pas capituler devant les gens qui nous manipulent, et qui manipulent tout le monde. Vous dites en tous les cas, Max Gallo, que derrière ces affaires de caricature de Mahomet, c'est notre rapport au monde islamique qui est soulevé. Et vous dites qu'il y a bien un choc de civilisation. Oui, je crois. Évidemment, je ne suis pas partisan d'un choc, mais c'est là où je disais, n'ayons pas la politique de l'autruche. Écoutez, j'ai regardé la télévision, France 2 d'ailleurs, où était interviewé dans une mosquée de la région parisienne, un homme très émouvant, je pense que c'était un Sénégalais d'ailleurs, et qui disait, avec beaucoup d'émotion et de sincérité, il disait, et il l'a répété 2 fois en se tapant le poing sur la poitrine, « Moi, je préfère voir mourir mon père que de voir caricaturer le prophète. » Alors, moi, je suis très ému, je suis croyant aussi, je suis ému par ça. Et en même temps, je sais que nous avons désormais, nous, un autre rapport au sacré. Nous avons un autre rapport. Nous avons vu, par exemple, sur une affiche de film, nous avons vu la croix, ce film s'appelait Amen. Costa Gavras. Nous avons vu la croix transformée en croix gammée. Absolument. Ça voulait dire, donc, tous ceux qui ont la croix pour emblème auraient pu se sentir concernés en disant comment on nous accuse de nazis. Au sujet de l'attitude de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, exactement. Si vous voulez, mais nous avons pris l'habitude, bonne ou mauvaise, c'est un autre débat. Mais nous avons pensé, parce que nous avons eu une histoire sanglante, nous avons eu des guerres de religion, nous avons coupé des têtes, nous avons massacré, nous avons chassé les protestants, nous avons persécuté les juifs, nous les avons livrés à certains moments donnés. Nous savons qu'il n'y a rien de pire que l'intégrisme et qu'il n'y a rien de pire que les conflits de religion. Donc nous avons construit ce que j'appelle un espace laïque dans lequel il peut y avoir Charlie Hebdo qui publie des caricatures, mais en même temps, on n'est pas content, on tourne la tête. Je vois cette affiche de Costa Gavras où je vois une femme à la place du Christ, je crois que c'était Nathalie Reims dans une... Oui, il y a eu aussi la scène pour Girbeau, il y a eu aussi le pape qui prenait de la coke. Si je suis très choqué, qu'est-ce que je fais? Je saisis les tribunaux. Je suis habitué à considérer ma foi comme une affaire privée, d'une certaine manière. Comme une affaire privée, et là je dis qu'il y a 2 civilisations, car dans l'islam, pour l'instant, c'est pas comme ça. Oui, c'est pas comme ça. Le sacré est très lié au politique et à la vie quotidienne. En gros, les Guignols ont blasphémé le Christ et se sont excusés. Ils se sont excusés. Et nous, le problème, c'est ce qu'on ressent vraiment au fond de nous-mêmes, c'est le 2 poids et 2 mesures. Nous, il y a une espèce de 2 poids et 2 mesures qu'on trouve inacceptable. En tant que Français, sur tous les domaines, il y a 2 poids et 2 mesures, et c'est ça qu'on reproche. Mais je crois, je vous interromps pour vous donner raison, je crois que ce sentiment de 2 poids, 2 mesures, je sais qu'il existe, que vous avez raison d'avoir ce sentiment, parce qu'il est vrai qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Mais je pense que là, il faut que nous y mettions chacun de notre bonne volonté, je veux dire. Par exemple, quand je vois que Voltaire, grand écrivain français qui a dénoncé le christianisme, le catholicisme, qui a été 2 fois à la Bastille, qui appelait d'ailleurs
qui avait sa formule, il disait « écrasons l'infâme ». L'infâme, c'était la religion catholique. Il avait tellement peur d'être poursuivi qu'il s'est installé à la frontière de la Suisse et de la France. Voltaire a écrit une pièce en 1741 qui s'appelle « Le fanatisme ou Mahomet le prophète », 1741. Ça fait partie des classiques. Quand j'apprends que dans tel village du Jura, enfin de l'Ain, du pays de Gex, il y a des associations musulmanes de Français, je veux dire, qui sont venus dire on ne veut pas que cette représentation se produise. On ne veut pas parce que on nous manque de respect. Mais peut-être ressent-il cela. Mais moi, je ne veux pas que ce qui a contribué à faire mon pays, le vôtre, notre pays, qui a lui donné cet espace de laïcité, je ne veux pas qu'on y renonce. Ce que vous voulez dire en gros, Max Gallo, c'est que finalement, nous, on a appris à faire la part des choses entre ce qui était privé et ce qui était public. Et finalement, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les musulmans ne sauraient pas le faire. Le rapport au sacré n'est pas le même. Voilà. Il n'est pas le même. Nous vivons dans un monde qu'on peut critiquer, qui est le monde de la dérision. Vous le savez bien, dans les médias, je dirais, le monde de la dérision, on se moque de tout. On se moque du pape agonisant, on dit que l'autre c'est Panzerpope, le nouveau Benoît XVI, etc. On se moque. On vit dans le monde de la dérision et de la marchandise. Le sacré, il est expulsé. C'est une affaire privée. Thierry, toi, on a déjà fait une émission où tu me disais que tu étais choqué quand ils avaient insulté le pape. Oui. Mais moi aussi. Je suis choqué. Mais si tu veux, c'est pas pour ça que je vais brûler une ambassade. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le pape. J'ai trouvé scandaleux que parce que Benoît XVI, qui était en effet, il avait 14 ou 15 ans, et il était dans les jeunesses militarisées du nazisme, on a dit, ce pape allemand, on l'a représenté comme un pape nazi. Parce qu'il était, ce qui est totalement scandaleux et ridicule. Vous êtes choqué, mais vous laissez faire. Je suis choqué, et en même temps, le fait que ça se fasse me satisfait. Parce que ça veut dire que nous avons, peu à peu, nous avons mis la religion dans la sphère privée. Je vous pose une question, à quoi ça sert tout ça? La personne qui fait la caricature, à quoi ça sert? Dans quelle objectivité? Pourquoi on fait ça? Moi, c'est une question que je pose. Pourquoi? Écoutez, moi, à qui sert ce ces caricatures, je les trouve nulles. Ce qui m'intéresse là, dans l'histoire des caricatures, un journal danois, à la fin septembre, fait des caricatures. 6 mois de ça, oui. Ça, c'est la responsabilité du journal danois. Pourquoi ont-ils fait ça? La politique du Danemark, parce qu'il y avait il y a eu ce cinéaste néerlandais qui s'appelle Theo van Gogh, qui a fait un film et qui a été égorgé par un néerlandais musulman et qui l'a égorgé. Et il y a eu dans tous les pays scandinaves, ça a eu énormément de d'écho, cet assassinat, dans les pays dans la zone des pays scandinaves et en Hollande. Et les Danois, semble-t-il, enfin ceux qui étaient à la tête de ce journal, ont eu le sentiment que la peur faisait naître une autocensure. Que ça ait profondément choqué les musulmans danois, je suis tout à fait d'accord. Ce qui me choque, c'est que les imams danois, de nationalité danoise, sont partis faire une tournée en Égypte avec ces dessins et en ajoutant, et ça semble tout à fait prouvé, en ajoutant des dessins encore plus ignominieux, que je n'ai même pas à décrire. Et pourquoi, je veux dire, n'ont-ils pas mené ce combat à l'intérieur de leur pays, le Danemark, et pourquoi ont-ils été embrasés le Moyen-Orient qui a ses propres problèmes? C'est la communauté musulmane, je suis d'accord, mais je crois que quand on s'enracine, quand on est citoyen d'un pays, on règle les problèmes à l'intérieur de ce pays, en tenant compte des valeurs du système de ce pays. Et ça, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que les imams qui ont pris ce risque, je les accuse d'avoir en effet provoqué, aggravé cette incompréhension entre les civilisations et fait d'un problème qui était réel, en tout cas qui devait être discuté, fait d'un problème réel un problème qui est devenu international, où vous avez des gens qui sont morts, vous avez des bâtiments qui ont été brûlés, ce qui n'est rien, mais des gens sont morts, vous avez une violence et une incompréhension qui est encore plus forte, et personne n'a à y gagner, sauf ceux, et là, ça c'est mon idée, sauf ceux qui pensent qu'il y a un danger pour l'intégrisme si l'islam européen devient un islam qui accepte et qui se trouve bien de vivre dans un univers qui est un univers laïque.
Et il y a donc une tentative de manipulation forte de ce point de vue-là. C'est de la provocation. Mais même après en France, il faut savoir que Charlie Hebdo, ou surtout François, sont en déficit. François va bientôt fermer, etc. Donc il faut qu'ils vendent du papier. Et donc c'est de la provocation. Et je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus sage que ça, qu'on ne rentre pas dans ces provocations. Et c'est pour ça que... Mais c'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans... Non, si on fait... pour moi... C'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, la liberté d'expression et le respect font partie, sont mariés ensemble. Oui, mais ça... Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si je vais blesser une personne, pourquoi blesser la personne? Ce qui m'intéresse, c'est le mot respect, car j'ai beaucoup lu ces temps-ci des cris, notamment de Tariq Ramadan, par exemple, et il dit « Il faut que les musulmans ne réclament pas plus de censure, mais ils réclament davantage de respect. » Le seul problème, c'est que si le respect, ça aboutit en fait à une censure. Par exemple, le porte-parole de la mosquée de Genève, et je cite, enfin vous pouvez vérifier mes sources, quand on voulait faire la lecture à Genève, récemment, il y a un mois, de cette pièce de Voltaire qui s'appelle « Le fanatique ou Mahomet le prophète », il a dit « Nous sommes pour la liberté d'expression, mais nous voulons le respect. » Mais si le respect aboutit à la censure, alors à ce moment-là, soyons clairs, disons, nous considérons que tout ce qui est attentatoire et blasphématoire pour nous ne doit pas avoir droit de citer. Au moins, c'est clair. Le paysage de la France, c'est un melting pot qui est très mélangé, pour moi, c'est très riche. Il faut plutôt rassembler les idées qui nous unissent. Tout le monde est d'accord avec toi. La France est... D'accord, mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Thierry... Il faut que tu aies le droit de le faire, mais à mon avis, comme tout à l'heure on parlait, il faut que tu sois dans l'empathie. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. C'est la liberté... Alors pas deux poids, deux mesures. La liberté pour tout le monde. C'est-à-dire? La liberté pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont été refusées de télévision. Tu as des personnes qui, parce que une personne comme Dieudonné, qui a fait un rabbin, enfin qui a fait un colon juif, etc., tous ces DVD ne sont plus dans les pactes. On l'empêche de venir, médiatiquement, on ne le voit plus, alors que lui, c'est un comique. Et il est où? C'est vrai qu'il n'a pas été condamné. Il faut quand même qu'on fasse confiance à la loi. Ouais. Non? À la République, à la loi. Exactement, mais il faut... c'est vrai que le cas de Dieudonné est intéressant en l'occurrence. Ouais. C'est vrai. Ce qui me gêne dans la censure, c'est qu'elle est souvent exercée par une poignée de personnes, en tout cas, sans aucun respect pour ceux qui sont en face. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le choix aux gens qui sont en face de juger par eux-mêmes. Ces dessins, ils existent. J'ai le droit, moi, de dire ça me choque, ou j'ai le droit, moi, de dire je les trouve bien, et puis je veux qu'il y en ait d'autres, ou alors il ne faut pas faire ça. Mais je veux dire, chacun est responsable de ses pensées. Et donc, je pense que la censure, elle n'est pas acceptable, parce qu'on est chacun. Il faut le respect de chacun. On est chacun digne d'un avis. Et je trouve ça choquant de dire, toi, tu ne verras pas ces dessins parce que ces dessins sont choquants et vont provoquer des violences. En quoi c'est acceptable? Moi, je trouve qu'on doit être tous responsables. Et que si ce n'est pas le cas, c'est ça qu'il faut régler. Le problème, c'est de savoir pourquoi il y a des manifestations violentes. Le problème, c'est de savoir pourquoi, quand on n'est pas d'accord, on ne manifeste pas dans l'apaisement, c'est-à-dire sereinement, en disant on n'est pas d'accord, mais en le disant, et non pas en faisant des actes violents. Moi, à mon avis, c'est ça qu'il faut régler, et non pas dire il ne faut pas qu'il y ait telle chose, il ne faut pas qu'on écrive telle chose, il ne faut pas qu'on dessine telle chose, parce que vous comprenez, messieurs, dames, tout ça va provoquer des violences. Ouais. Non. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Alors, moi, j'ai pas dit ça. Hein. Elle a dit quelque chose d'important, c'est clair. Quand elle parle de liberté d'expression, elle a dit un mot important, la responsabilité. C'est qu'un journaliste, il doit avoir une responsabilité. Un politique doit avoir une responsabilité. Un philosophe doit avoir une responsabilité aussi. Tout à fait d'accord. Ça, c'est très important, le mot qu'elle a dit. Moi, j'ai jamais dit que j'étais pour la violence, loin de là. Il y a juste un truc important que j'aimerais dire. Il y a eu la loi Taubira. Oui. D'accord. Il y a eu plusieurs lois qui ont été faites contre l'antisémitisme, que je trouve extraordinaire. Et moi, je fais un appel
aujourd'hui au ministre, peut-être à Zouzbega, qui est là, ou de Villepin, de faire une loi contre l'islamophobie. Tout simplement. Comme ça, il n'y aura pas tous ces problèmes. Lui, il est contre. Il est contre la loi Taubira, contre la loi Guesso. Je suis comme l'ensemble des historiens et d'autres intellectuels employant ce mot. Je suis pas pour que je pense qu'il y a des lois en France qui sont contre le racisme, contre l'antisémitisme. Il y a des lois sur la presse, contre la diffamation. On peut poursuivre, on peut demander la saisie d'un journal, en référer. On a d'ailleurs demandé la saisie de Charlie Hebdo, mais il y avait un vice de procédure. L'avocat l'a reconnu, il s'est pris tard, etc. Il y a donc un ensemble de lois. Nous n'avons pas à fixer par la loi un certain nombre de règles. Ce qu'on peut dire quand même, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une loi Guesso contre l'antisémitisme et surtout le négationnisme, qu'il y a une loi Taubira sur les Noirs, pourquoi les musulmans, il n'y aurait pas une loi contre l'islamophobie? Je ne dis pas que c'est bien d'avoir ces lois-là, mais... Si je dis Ben Laden est un criminel, il se réclame du prophète. Ça, c'est pas de l'islamophobie. Il se réclame du prophète. Il déclare à chaque instant, ceux qui égorgent les gens disent « Nous agissons au nom du prophète ». Personne n'égorge, il n'y a rien du tout, on parle des problèmes en France. Arrêtez de nous chercher toujours les problèmes en Orient. En France, il n'y a pas de Ben Laden, il n'y a pas de tout ça. L'islamophobie est une notion qui est extrêmement vague. Je veux dire, si je me mets à critiquer d'un point de vue athée, si je me mets à critiquer l'islam, et si je fais la lecture du Coran, je fais une lecture qui est considérée comme... Je prends Salman Rushdie, qui est considéré comme satanique. Alors je suis victime de la loi d'islamophobie, ça veut dire que ça m'interdit d'analyser tel et tel texte considéré sacré par, en effet, 5 à 6 millions de personnes. La liberté d'expression, musulman, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui prie sur Dieu et sur son prophète tous les jours, qui pour lui, dans ses convictions, le prophète est au-dessus de ses parents. Oui, ça correspond bien à ce que disait la personne. Donc quand une personne met une bombe sur la tête du prophète, ça veut dire que quoi? 1,5 milliard de musulmans sont des terroristes? Et ce sont des mecs qui vont poser des bombes? N'oubliez pas, parce que vous nous parlez d'histoire en tant qu'historien très souvent, mais personne nous rappelle l'histoire de l'Andalousie où quand les musulmans étaient au pouvoir, ils défendaient les juifs et les chrétiens. On peut tout à fait Cette belle image où dans le monde entier, où les 3 religions vivaient à merveille. Personne ne nous la rappelle à l'époque d'Avicenne ou à l'époque d'Averroès ou à l'époque de... Personne ne nous la rappelle, cette histoire. Mais si, cette histoire est tout à fait... Je vais vous donner un autre exemple aujourd'hui. Il y a 1 an de ça, j'ai fait un appel. Il y a un film qui est merveilleux, qui est tourné par Anthony Quinn et Irène Papas, qui est Le Messager, qui explique l'histoire de la religion, comment elle est arrivée, etc., etc., qui est un film magnifique. Il est passé en 78-79 dans les dossiers de l'écran d'Armand Jameau. Comment ça se fait qu'il ne repasse pas à la télévision depuis 26 ans? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais moi, c'est toutes des questions que je pose à chaque fois. Là, justement, on va continuer dans les questions parce qu'on va sortir un peu des caricatures de Mahomet. La séparation des hommes et des femmes dans les piscines, par exemple. Ou le fait que certaines patientes musulmanes refusent de se faire soigner par des médecins hommes. Est-ce que ça te choque en tant que musulman? Les 2 poids et 2 mesures, c'est aujourd'hui, les chrétiens... dans toutes les grandes villes, sont en place, ils ont leurs écoles, etc., etc. Il y a la communauté juive qui a réussi à créer ces écoles, etc. Nous, le problème, c'est que les musulmans ne sont pas organisés. Ils n'ont pas ni leurs écoles. C'est parce que si tu n'es pas d'accord avec l'école publique, tu n'as qu'à faire ton école. T'as qu'à faire ton école, comme ça t'as ta piscine, t'as tes séparations, etc., etc. C'est à eux de s'organiser et de faire leurs écoles. Enfin, c'est la fin de l'universalisme républicain. Je sais pas oui, ce que mais vous en alors pensez. pourquoi on le laisse faire à d'autres et pas... Ouais. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, moi c'est ça. Moi je veux une loi pour tout le monde et c'est la même pour tout le monde. C'était ça. Mais c'est ça le principe. C'est le principe même de la République. Je ne dis pas que ça existe dans les faits. Mais notre projet, le projet français, c'est celui-là. C'est-à-dire faire en sorte que le lien entre la nation française et celui qui fait partie de cette collectivité est un lien personnel de citoyen, d'individu. Si nous ne préservons pas cette singularité française, imparfaite aujourd'hui, je suis d'accord, imparfaite, mais si nous ne la préservons pas, eh bien, nous serons une série de communautés éclatées. Vous pensez, Max, que c'est une capitulation, ça d'accepter que les piscines soient je pense que moi j'appelle ça une capitulation rampante. Capitulation rampante qui n'a pas besoin
d'expression violente, mais il existe des groupes de pression, des gens viennent et précisément parce qu'on ne croit plus à notre système de valeurs, à ce que nous avons bâti difficilement, à ce qui n'est pas parfait, à ce moment-là, on accepte et on crée des piscines pour les femmes, on va accepter que la pièce de Voltaire ne soit pas représentée, on va accepter que tel journal ne puisse pas reproduire, si ça lui chante, et même si je pense que c'est tout à fait stupide, qu'il passe telle ou telle caricature. Et puis surtout, je veux répondre à Jamel sur ce point, qui a dit... Les catholiques sont installés, les juifs sont installés avec leurs écoles, etc. C'est une vérité, non ? Pardon ? C'est une vérité. Tout à fait la vérité. Mais il faut admettre, Jamel, c'est comme ça, et je le dis avec beaucoup de calme et sans esprit de supériorité, que le socle de cette France et de cette Europe est un socle judéo-chrétien. Pourtant, mon grand-père, quand il a fait la guerre pour la France, qu'on lui amenait à manger, et quand ma grand-mère elle avait le foulard, personne ne lui a dit que tu étais musulman et que tu étais différent des autres. Je ne dis pas. Si, comme je l'ai entendu, comme je me le suis entendu dire, à savoir la phrase suivante dans un débat télévisé il y a 4 ou 5 ans, quelqu'un qui m'a dit « Vous avez des églises partout, dans tous les villages, nous n'avons pas de mosquée ». Moi, je suis pour qu'on construise des mosquées. Je suis pour que vous ne priez pas sur les trottoirs. Parce que les mosquées... moi. Il y a des églises qui ne servent à rien, on prend même les églises. On a le droit de prier dans les églises. On a le droit de prier dans les églises. Mais ne pas admettre la réalité historique de ce pays... Je veux dire que ce pays, je regrette, a un socle judéo-chrétien, c'est comme ça, comme l'Europe. On peut le regretter, on peut dire ça va changer, dans 100 ans ce sera différent, peut-être, mais il n'empêche que c'est comme ça aujourd'hui. Et c'est encore comme ça. C'est pour ça que nous, la jeunesse, on est là pour essayer de changer les choses. Oui, mais la jeunesse, soyons clairs. Pour faire avancer la République, peut-être dans un autre sens. Le problème de la France, c'est de faire vivre en France, c'est de faire vivre ensemble toutes les jeunesses. Toutes les jeunesses. Bien sûr, toutes les jeunesses. Toutes les jeunesses. Exactement. Pas seulement, ce n'est pas vous qui êtes seulement la jeunesse. Il y a toutes les jeunesses de France. J'ai jamais dit que j'étais la jeunesse. Transition, on arrive maintenant plus précisément au livre donc, qui s'appelle « Fier d'être français ». Et vous dites, c'est la première phrase du livre, il faut bien que quelqu'un monte sur le ring et dise « Je suis fier d'être français ». Donc c'est vous qui vous y êtes collé, Max. Écoutez, oui, je me suis collé. Je suis peut-être pas le mieux placé, puisque je le répète, on parlait italien chez moi il y a 50 ans ou 60 ans. Donc, mais il n'empêche que je suis français et je reconnais que je suis très attaché à ce pays, qui est mon pays. J'ai participé à sa vie et il m'a donné en même temps le moyen, par l'école de la République, moi, fils d'un milieu prolétarien, d'immigrés, il m'a donné le moyen de faire un parcours. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est de notre débat. Mais j'ai fait un parcours. Et je n'ai pas rencontré de racisme, même si chez moi, on en a souffert. Moi, personnellement, je n'en ai pas rencontré. Et je ne pense pas que la France soit un pays raciste. Et même s'il y a des racistes en France... Même si, je suis d'accord avec vous. Même s'il y a des racistes en France, mais nous ne sommes pas un pays raciste. Mais comme partout, comme dans le monde entier. Nous ne sommes pas un pays raciste. Les Français ne sont pas du tout islamophobes. Absolument. Ça, c'est clair. Mais il y a certains intellectuels, c'est tout. Quelques politiques, mais c'est vrai. Non, mais ce que vous dites, vous, on a eu ici pas mal de déclinologues là, depuis quelques temps. Vous en prenez aux déclinologues. Non, je vais vous dire, je m'en prends à ceux que j'appelle les élites. Je le dis les élites, j'en fais apparemment peut-être partie, mais par mon mode de vie. Mais je ne me sens pas, moi, membre d'une élite. Mais j'en prends aux élites qui ont pensé à un moment donné que les nations, c'était fini, la France, c'était fini. Et quand vous entendez cette France, et déjà Albert Camus l'écrivait il y a longtemps, cette France comme si elle était la seule coupable, parmi des nations qui seraient saintes et pures, eh bien non, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous ne sommes pas pires. Et même à certains moments, je trouve que nous avons, dans l'histoire des hommes, nous avons joué un rôle positif. Par exemple, quand nous avons créé cet espace de vie en commun. Imparfait, je le répète, mais qui a été créé quand même. Donc vous êtes contre la repentance généralisée, la France qui s'accuse de tous les crimes et qui a honte de ce qu'elle a été. Vous dites qu'il est temps de redresser la tête et d'en finir avec la repentance, quoi. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas regarder, c'est comme, et là je pense que Jamel sera d'accord avec moi, on ne peut pas regarder son passé, le sien propre en tant que personne, comme un univers négatif, noir,
et avancer, il faut avoir de l'estime de soi. Il faut avoir de l'estime de soi. Il faut être fier de ses origines. Mais les regarder lucidement, pas en faire un palais, mais les regarder avec leurs ombres et leurs lumières, comme on dit, et c'est comme ça qu'on avance. Ouais, il faut aussi avoir l'humilité et de dire on s'est trompé. Absolument, tout à fait. Et de demander des excuses à des peuples qu'on a décimés ou qu'on a massacrés. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ça, c'est le code moral. Oui, d'accord. Prenons les choses tout à fait frontalement. Jugeons de la colonisation française. Par exemple, la colonisation française. Moi, j'ai toujours dit et écrit dans tous les débats, j'ai beaucoup participé, la colonisation a un péché originel. La colonisation, c'est une conquête militaire par des gens plus forts qui oppriment des gens plus faibles. Donc, quoi que vous construisiez, des ports, des immeubles, des villes, des instituts Pasteur... En général, construire par les indigènes, surtout. Oui, mais enfin, quoi que nous laissions de positif, ce sera toujours affecté d'un signe négatif. Parce que la blessure... Et c'est normal. Mais si on veut juger ça, il faut comparer par rapport à quoi? Par rapport à la colonisation anglaise, par rapport à la colonisation allemande, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Là, nous sommes dans la réalité. Et à ce moment-là, nous voyons que nous ne sommes pas du tout les pires. Ah non, au contraire. Nous ne sommes pas du tout les pires. La France a dépensé beaucoup d'argent. Faire le truc du Mais moins pire, quand même. si vous dites, si vous accusez, si vous regardez seulement la France en disant criminel, colonisation, etc. Non. Faites... Non, il faut condamner toutes les colonisations. Qu'elles soient anglaises, qu'elles soient... Mais pour comparer, pour juger, il faut comparer les choses. Il faut comparer les choses. Non, ce qui veut dire, c'est qu'en France, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que la colonisation coûtait trop cher, parce que ça coûtait de l'argent, tout ça, et qu'il y a le fameux Raymond Cartier qui disait la Corrèze plutôt que le Zambèze. Non, et puis nous sommes un pays contradictoire. Il y a toujours eu en France des opposants à la colonisation. Non pas simplement pour des raisons économiques, qui disent ça coûte plus cher, ça coûte trop cher, on ferait mieux d'investir dans les routes en Corrèze ou ailleurs, par exemple, mais il y a des gens qui étaient opposés à la colonisation pour des raisons tout à fait morales. Clémenceau disait à Jules Ferry, vous nous parlez de race supérieure, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Ces gens-là étaient du côté des colonisés. Et ils étaient français. Donc ne confondons pas une sorte de culpabilité collective qui écrase le pays, c'est pas possible. Très bien. Alors vous dites, Max Gallo, pour vous, le vainqueur en 2007 sera celui qui sera capable de restituer aux Français cette capacité d'être fier d'être français. Mais oui, je crois que l'élection ne se jouera pas sur des questions de, pas seulement en tout cas, et pas d'abord sur des questions de savoir contrat première embauche. Je crois que nous arrivons à un moment où on a besoin de savoir dans quel pays on vit et ce qu'on veut faire de ce pays. Et c'est ça qui sera la question. Max Gallo, fier d'être français, c'est édité chez Fayard, mesdames, messieurs.